mal de oui quand même. Il y a un peu de oui. Il y a un peu de oui. Oh bordel de merde. Pas dit sur ce livre. Il est là, les mecs, il est là. Merci Tupi pour le sub. Merci pour les réacts. Tu penses que tu feras des réacts de vidéos YouTube ou d'émissions de reportage autre que de la politique? Non, moi je suis pas comme ça, les mecs. Je reste quand même dans le domaine de la politique, politicienne et tout, genre. Moi je suis pas trop dans les réactions, par exemple, de Alexis Chen. Est-ce que oui ou non? Est-ce que... Non, je rigole. Dans ce livre, vous écrivez, non, je suis pas comme ça. Des heures de façon quasi maniaque chacune de mes prises de parole dans les médias. Sauf celle-ci. Ah, ce que j'allais vous dire, vous avez bossé combien de temps avant de venir ici? J'ai bossé plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour écrire ce livre. Mais c'est la première fois que on va pas faire d'interview politique, et donc ça ne se prépare pas de la même manière. Oh, il y aura de la politique quand même. Donc je vais tâcher de vous répondre. Il y aura de la politique, monsieur. Et avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je suis très heureux qu'on puisse enfin parler du fond ce soir. Vous êtes président du Rassemblement national depuis 2 ans. Vous avez été réélu député européen aux dernières européennes avec plus de 31% des voix. Après la dissolution, c'est vous qui avez conduit la campagne de votre parti aux législatives. Une élection où le Rassemblement national est finalement arrivé en 3e position après le Nouveau Front populaire et le camp macroniste. Et pourtant, vous vous y êtes vu, Premier ministre. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Ce que je cherche, qui sort donc chez Fayard aujourd'hui même. On va en parler longuement, mais d'abord, je ne peux pas ne pas vous interroger, évidemment, sur le fait politique majeur de la semaine, l'élection de Donald Trump, Jordan Bardella. Bardella, il se fait tellement insulter maintenant sur les commentaires Twitter, les mecs. Quand je vous disais l'année dernière que Twitter était très à droite, genre vraiment, à chaque fois qu'il y avait un tweet de Mélenchon, il se faisait insulter sa mère, etc. Mais là, depuis l'élection de Trump, et depuis le fait que Bardella, il a dit qu'il veut plus d'Europe, il pense plus aux Européens, etc., il se fait insulter à chaque commentaire, les mecs. Ouais, on veut pas de ton Europe, on veut plus de l'Union Européenne, t'as trahi la France, t'es qu'un macroniste, etc., etc. Mec, franchement, les gars, vous allez sur Twitter, vous regardez les commentaires de Bardella, enfin, sous les tweets de Bardella, pardon, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Entre Donald Trump et franchement, Kamala c'est Harris, chaud. vous n'auriez pas hésité. La victoire de Trump, c'est une bonne nouvelle à vos yeux? Ça dépend de là où on se place. Du point de vue américain, on a là un président de la République qui a réalisé l'un des plus grands comebacks de toute l'histoire de la vie politique. Sacré comeback, c'est vrai. Donald Trump défend l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Voilà. Moi, j'aime les dirigeants politiques qui font passer l'intérêt de leur pays, de leur nation, avant celui des autres. Mais je crois que c'est une alerte profonde pour la France et pour l'Europe. Parce que moi, je vois toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation défendre leurs intérêts. Et j'aimerais qu'on prenne conscience que la France restera la France au XXIe siècle si elle est capable de défendre ses intérêts et de les faire prévaloir sur la scène internationale. Et je pense que sur le plan industriel, sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire, parce que on sait que le président Trump va probablement désengager ses forces et son soutien à l'Ukraine. Ça met aujourd'hui l'Europe au pied du mur et on doit maintenant remettre au centre du jeu l'autonomie, l'indépendance et questionner notre propre souveraineté. Vous dites qu'il va retirer son aide à l'Ukraine, il l'a dit, Donald Trump. D'ailleurs, Glucksmann, il se casse la gueule, hein, parce que si la France suit un peu le modèle américain en mode on veut uniquement du souverainisme, slash patriotisme, slash nationalisme, slash anti-européen, etc. Glucksmann, quand il avait son discours pendant les européennes, c'était uniquement il faut aider l'Ukraine, encore l'Ukraine, il faut plus d'Europe, il faut une Europe forte, etc., etc. C'est tout le contraire de ce que veut la France, hein. Enfin, moi, je le perçois comme ça, en tout cas. Moi, je le perçois comme ça. Et je pense que Glucksmann, s'il continue à nous faire chier avec l'Ukraine, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il va se casser la gueule tout seul. Il va se casser la gueule. Trump, ça veut dire que les Européens doivent faire quoi? Doivent aider encore plus les Ukrainiens? Vous en parlez de l'Ukraine dans ce livre-là. Il faut continuer à les aider? Parce que vous dites dans le livre qu'il faut continuer à les aider, que Poutine se... Vous voyez, écoutez bien ce qu'elle va dire, Léa Salamé. Hein. Ça, c'est intéressant parce que, tu vois, encore une fois, il y aura peut-être un retournement de veste du RN. À chaque fois, ils avaient voté aussi l'aide à l'Ukraine, ou je crois qu'ils se sont abstenus, je sais plus exactement, bref. Mais là, elle cite que dans son livre, il veut qu'on aide l'Ukraine, mais maintenant que Trump a été élu et lui, il est en mode on arrête d'aider l'Ukraine, peut-être que Bardella va changer son fusil d'épaule. On verra, peut-être que Bardella, il va retourner encore une fois sa veste. On verra. Vous parlez même de la naïveté des Français, et notamment de votre camp, du Rassemblement national, de Marine Le Pen, sur Vladimir Poutine. Je dis que le reproche qui nous a été fait
de naïveté à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine était en fait un reproche qu'on peut faire à toute la classe politique, parce que vous vous souvenez que lorsqu'Emmanuel Macron est élu président de la République, il reçoit Vladimir Poutine en grande pompe au château de Versailles, et il va le recevoir à Brégançon, notamment sur son lieu de vacances. Donc le président Zelensky lui-même, quelques jours avant la violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, avait des doutes sur l'intention réelle de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc moi je dis une chose, l'essentiel des hausses de budget depuis maintenant 2 ans en matière militaire, dans les différents pays européens, notamment pour aider l'Ukraine, se sont faits quasi exclusivement au bénéfice des entreprises américaines. Je pense qu'il faut la préférence européenne dans les marchés publics. Je me suis battu pour cela pendant la campagne Mais il faut continuer ou pas à les aider les Ukrainiens? Oui, c'est pas clair. Si, mais j'ai toujours été prudent parce que on sait ce que veut dire l'escalade sur le sol européen. Et la Russie est une puissance nucléaire. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. La paix est peut-être l'un des acquis les plus fragiles de notre époque. Et je pense qu'il ne fait jamais bon, dans le temps que nous vivons, dans les temps très incertains que vit le monde, que 2 puissances nucléaires se regardent face à face. Donc aider l'Ukraine, oui, bien sûr. Apporter à l'Ukraine les moyens de sa défense, oui, bien sûr. Mais attention au risque d'escalade directe avec la Russie, parce que je pense que Vladimir Poutine est capable de tout. Mais est-ce que quand on dit une phrase, pardonnez-moi, est-ce que quand on dit une phrase avec des choses très intéressantes que vous dites, Merci. et puis tout d'un coup on dit « mais », est-ce que tout ce qu'on a dit avant « mais » compte? Parce qu'on dit « d'accord, il faut les aider, oui, on doit continuer, oui, on doit livrer, mais ». Attention, donc à partir du mais, ça paraît être le plus important. Donc tout ce que vous dites avant, vous, comme tout le monde, pardon, hein, mais le mot mais, est-ce que ça n'efface pas le début de la phrase? C'est pas un match de foot, hein. C'est pas 2 équipes de football qui s'affrontent. La réalité de la guerre, elle est extrêmement complexe. Le front progresse très peu depuis maintenant 2 ans. Elle est complexe cette guerre, Jordan Bardella? Elle est complexe? En tout cas, les armes continuent. Oui, mais est-ce que la guerre est complexe? Évidemment que la guerre est complexe. Celle-ci en particulier. Et je pense, mais toutes les guerres sont complexes. Je veux dire, on a multiplié les initiatives de paix, on a tenté de dialoguer. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, en début de conflit, a essayé pendant très longtemps de maintenir un lien diplomatique avec l'Ukraine et de maintenir un lien diplomatique avec la Russie. Mais il est vrai que la Russie doit être appréciée aujourd'hui au regard de nos intérêts. Et il est vrai que la Russie constitue aujourd'hui une menace multidimensionnelle pour l'Europe. On l'a encore vu il y a quelques mois, d'ailleurs. Vous écrivez dans ce livre, c'est vrai, je l'ai souligné, vous écrivez « Il faut mettre Poutine en échec ». Vous n'avez pas toujours dit ça au Rassemblement national, mais vous écrivez « Il faut mettre Poutine en échec ». Demain, il y a un président américain qui s'appelle Donald Trump qui va faire une alliance avec Poutine. Il va y avoir un axe. On le sait, il l'a dit. Il va y avoir un axe Poutine-Trump. Je sais même pas si c'est fondamentalement vrai, les mecs. Vous y croyez à ce délire de Trump qui va s'allier avec Poutine? C'est bizarre, moi j'y crois pas du tout, hein. Les Américains, parce que, vas-y, Trump, il a quand même ses conseillers, il a quand même des personnes qui l'entourent, etc. De penser qu'il y aura fondamentalement une alliance Donald Trump-Poutine, moi j'y crois pas du tout quand même, hein. Il y aura des accords, il y aura des discussions, des négociations, ça je peux l'entendre, il y aura des pourparlers, etc. pour essayer de trouver un canal vers la paix. Mais de là à penser une alliance, Léa Salamé, faut bosser un peu mieux tes dossiers là. J'ai l'impression que Glucksmann, t'as beaucoup aidé là. C'est quoi ce bordel? Avec en Europe, Viktor Orban. Est-ce que vous êtes à l'aise? C'est votre famille politique celle-là? Orban, oui. Notre objectif, ça doit être la paix. Voilà, l'objectif prioritaire. Ça veut rien dire. Mais s'il y avait une solution magique et qu'il suffisait de dire on arrête, Poutine retire ses troupes, je pense que ça fait très longtemps que les dirigeants occidentaux auraient réussi à conduire Vladimir Poutine en échec. Je dis juste qu'il faut faire comprendre à Vladimir Poutine qu'il n'y a rien à gagner, qu'il n'a plus rien à gagner aujourd'hui en Ukraine, le pousser à retirer ses troupes. Mais évidemment que si c'était simple, et il faut sortir aussi de cette forme de naïveté qui consiste toujours à apprécier les conflits au regard d'intérêts moraux. Il y a une grande partie des pays du monde qui continuent à commercer avec la Russie. Et je me suis permis aussi de nuancer ma position parce qu'il est vrai que les sanctions économiques, notamment sur la Russie, ont renchéri le coût des matières premières et sont venues aussi peser avec beaucoup de douleur sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Non, mais c'est vrai que sur l'Ukraine... Moi, je pense que ce livre-là, c'est un cadeau empoisonné pour Bardella, hein. C'est un petit cadeau empoisonné parce que tout ce qu'il dit dans ce livre-là, c'était avant l'élection de Trump. Parce que peut-être que dans son fort intérieur, peut-être qu'il pensait que Kamala allait passer ou je ne sais pas quoi. Mais là, comme Trump, il a une politique vraiment... comment dire ça? En plus pro-américain, ça sous-entend qu'il y aura moins d'aide à l'Ukraine, etc. Peut-être que Bardella va commencer à changer de discours mois après mois, année après année. Et on va ressortir ce livre et vous allez voir les mecs, hein. Il veut juste vendre son livre, ce trou du cul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
il y a moyen que dans ce livre, dans 2-3 ans, tout ce qu'il aura dit sur ce livre-là, bah, ça va pas être le même Bardella, quoi, dans 3 ans. J'en suis presque sûr. Voilà, parce qu'il a une politique de désengagement, monsieur Donald Trump. Il veut se désengager de ce conflit-là. D'ailleurs, il veut même se désengager de ce qui se passe aussi au Moyen-Orient. Bardella, il est en mode 2023, il faut continuer à aider l'Ukraine, il faut continuer à mettre la pression sur Poutine. Mais ça se trouve, dans 2-3 ans, il va parler différemment, les mecs. Hein. On verra, hein. Mais moi, je pense qu'il y aura une girouette. Il y a moyen que ce soit une girouette, les gars, exactement. Une forme d'hypocrisie qui consiste à pu faire venir de pétrole de Russie. Et là, il a raison, Magnus. Hein. Sur ce qu'il dit là, j'ai pas l'impression d'entendre un type du RN. Il a raison. J'ai l'impression qu'on entend un macroniste. J'ai l'impression qu'on entend un mec, un Glucksmann, quoi. Il parle encore d'Europe, il parle encore du soutien à l'Ukraine. J'ai pas l'impression que le RN, ils ont voté pour lui. Enfin, les sympathisants RN ont voté pour Bardella pour entendre ce genre de discours. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression, moi. Et acheter ce pétrole qui transite et qui nous est revendu beaucoup plus cher, notamment par l'Inde ou par d'autres pays. Donc, on ne va pas faire toute l'émission sur l'Ukraine, mais c'est vrai que sur l'Ukraine, vous avez beaucoup évolué. Et dans le livre, parce que la situation évolue. On arrive enfin à le voir. À comprendre votre position. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, au Parlement européen, il y a eu une résolution pour voter plus d'aide à l'Ukraine. Vous avez voté contre. C'était une aide financière. Oui, mais il fallait les aider. Parce que, si vous voulez, je suis moi très mal à l'aise de venir ce soir devant vous et devant nos compatriotes à qui on vient dire il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, il n'y a plus d'argent pour les services publics, il n'y a plus d'argent pour baisser les impôts et vous allez devoir cette année accuser un pays qui est le pays où les taux de prélèvement obligatoires sont toujours plus importants et de l'autre dire on va abonder de milliards en milliards un conflit qui depuis 2 ans est paralysé. Donc il faudra à un moment donné se mettre autour de la table et faire comprendre à Vladimir Poutine qu'il n'a plus rien à gagner en Ukraine. Je pense que la France aussi qui a pendant très longtemps entretenu des liens notamment avec les pays des Balkans doit continuer de travailler son architecture de sécurité à l'est de l'Europe. Et cela, on doit le faire évidemment avec nos alliés de l'OTAN. Précisément. Il y a quelques années, je sais que vous avez changé de ligne, hein, mais Marine Le Pen disait que ça serait bien un Poutine pour la France, ce genre de dirigeant. Est-ce que vous diriez que c'est bien un Trump pour la France ? Mais Trump, il a une personnalité qui ne peut s'apprécier qu'au regard du débat américain, avec évidemment des outrances, des excès de langage, mais ça correspond au style américain. Et quand vous regardez, d'ailleurs, moi j'ai suivi les débats entre Trump et Harris, enfin... Quand on est français, quand on aime la politique, quand on aime la métapolitique, quand on aime la grande politique, c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Moi, je veux un dirigeant en France qui défende les intérêts de la France et qui arrête la naïveté. Je pense que toutes les grandes puissances qui réussissent et qui réussiront dans la mondialisation au XXIe siècle seront des puissances qui défendent aussi leurs intérêts. Pour répondre à la question, quand vous regardez le débat, on ne vous dit pas que vous êtes américain, mais on essaye de comprendre votre ligne politique parce que c'est ça aussi ce que vous cherchez. Mais non, en fait, vous voulez me faire dire non, je ne veux pas vous faire dire j'adore Donald Trump. Un fanatique de Trump, alors que moi, j'essaie peut-être d'apprécier ça au regard des intérêts français. Mais vous seriez américain, en vrai, si vous êtes honnête, sur l'immigration, sur le protectionnisme, c'est votre ligne. Vous voteriez plus Trump que Harris, sur le contrôle de l'immigration ou sur le protectionnisme, évidemment que sur ce sujet-là, je me sens plus proche de sa ligne politique que de Kamala Harris qui, pendant la primaire, il y a encore quelques années, proposait quasiment la suppression de la police aux États-Unis. Je ne vous dis pas si vous validez ces outrances. Je vous pose la question, vous seriez américain. Aujourd'hui, vous avez le choix entre ces deux-là. Si vous êtes honnête, vous nous dites « j'aurais plutôt voté Trump ». Mais je ne vous le dirai pas parce que ça vous ferait trop plaisir. Et finalement, qu'est-ce qui vous dérange chez Donald Trump ? Qu'est-ce qui vous dérange chez lui ? Quelque chose doit vous déranger, puisque vous dites que vous n'adhérez pas complètement. Sur le réchauffement climatique, par exemple. Ouais, j'avoue, trouve les défauts de Donald Trump, parce que le mec, il dit qu'il veut pas dire... Enfin, il n'est pas profondément pro-Trump, mais du coup, quel est le problème? Où ça coince? Là, par contre, c'est une bonne question. Ouh là 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 là. Là, c'est une bonne question. Par exemple Par exemple, moi je pense que c'est l'un. Je pense que c'est. Mais non, mais je pense que sur la question du climat, moi je pense que c'est l'un des grands défis. Et je le dis d'ailleurs dans le bouquin, c'est l'un des grands défis de notre génération. Mais il est vrai que les États-Unis, par exemple, et la Chine à eux deux, c'est 1/3 des émissions mondiales. La France, c'est 0,6%. Donc il est vrai que la forme de laisser-aller qu'il peut exprimer à l'égard du climat s'explique au regard des intérêts économiques des États-Unis. Mais voilà, encore une fois, moi je n'aime pas cette manière de prendre le débat aux États-Unis, de le mettre en France. On a des sociétés qui sont très différentes et il est vrai qu'il a contribué au réveil d'une forme de fierté américaine et peut-être, moi je terminerai par là, moi je veux que les Français puissent être fiers de leur pays, qu'ils puissent être fiers de leur drapeau, qu'ils puissent le dire, le revendiquer et l'exprimer. Et je pense d'ailleurs, et je cite
peut-être Non, je connais pas Gaspard, les mecs, désolé. Hein, je connais de noms, mais j'ai jamais regardé ses vidéos. Je connais pas. Peut-être que c'est des bonnes vidéos, mais je suis pas très. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas un consommateur de YouTube. Je suis pas un consommateur, genre. qui me le pardonnera, Jean Dujardin, qui l'autre jour était sur RTL, et il dit. J'aime beaucoup Jean Dujardin, il dit le drame de notre pays et le drame de la France, c'est que ce pays ne s'aime pas assez, ne s'aime pas suffisamment. Et je pense qu'il a raison. En tout cas, je vous ai vu arriver tout à l'heure en loge avec une casquette rouge avec écrit un truc en anglais. Qui l'a vous su allez super bien. Alors, Céline, Marrant, lui, écrivez hein. que Marrant, Peut-être que c'est lui. faux, mais... vous écrivez que vous avez hésité à l'écrire, ce livre. J'ai 29 ans, vous en conviendrez, le temps des mémoires n'a pas encore sonné. Et pourtant, vous sortez donc cette autobiographie sur votre courte vie. C'est pas une autobiographie. Ah, pardon. c'est présenté comme ça. Il faut quand même... Pas du tout. Partout se présenter comme votre autobiographie. Il faut quand même avoir sacrément confiance en soi, et c'est pas un défaut, pour, à 29 ans, estimer qu'on a suffisamment vécu de choses, qu'on a suffisamment d'expériences à raconter pour écrire un livre sur soi-même de 300 pages. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu présomptueux, un peu mégalo à 29 ans? Mais d'abord, quand on a 29 ans, normalement, on n'est pas président du Rassemblement national et candidat au poste de Premier ministre. Donc vous êtes hors norme, vous nous dites. Non, au contraire, d'ailleurs, j'explique dans ce bouquin que je Voilà, me qui sont retrouve fous. aujourd'hui dans une situation singulière parce que normalement, quand on a mon âge, on ne se retrouve pas tous les jours sur des plateaux de télé à parler de politique. J'ai rencontré le président Zelensky au Parlement européen il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion On peut pas mentir, les mecs. C'est que oui, c'est un mec hors norme. J'aime pas le mec, j'aime pas le personnage, mais c'est vrai que sa précocité dans la politique, ça fait un peu comme Louis Boyard. Attends, mais Louis Boyard, il a quel âge déjà? Louis Boyard a 24 ans. Louis Boyard a 24 ans, je le pensais plus vieux quand même. Hein. Je le pensais plus vieux. Il y a 5 ans qui les séparent. 5 ans qui séparent Bardella de Louis Boyard. Putain, c'est ouf, hein. d'échanger à plusieurs reprises avec le président de la République. La précocité en politique, c'était comme avec... je crois que c'était Marion Maréchal qui avait le record. Il me semble que c'était elle qui avait le record de la plus jeune députée de l'histoire de la République. Et je crois qu'il y a une autre personne maintenant. C'est une autre personne qui est macroniste, je crois. Je crois maintenant que c'est une macroniste qui a ce record. Je sais plus exactement. Lui comme chef de parti, et c'est vrai que je me suis retrouvé très tôt... Ou une meuf plongé du dans le grand RN, bain je de crois la que vie c'est RN. politique. Et c'est pas une autobiographie. En fait, j'en ai assez d'être C'est RN. attaqué, d'être poussé un peu dans mes retranchements dans le débat public sur des idées qui ne sont pas les miennes. Et je pense que mon mouvement politique, mes idées, comme la situation de notre pays, on arrive aujourd'hui à la croisée des chemins. Et je pense que pour réconcilier les Français avec la politique, il faut donner de soi. Et moi, j'ai voulu leur faire comprendre modestement, avec beaucoup d'humilité, que je reste l'un des leurs et que même si effectivement mon parcours est un petit peu spécial, parce que encore une fois, je n'ai que 29 ans, j'ai voulu leur dire que j'ai un parcours qui est un parcours de vie qui puise ses racines dans un quotidien ordinaire. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis et comme beaucoup de Français, j'ai été confronté avec ma mère aux fins de mois difficiles, à l'insécurité dans la rue. Un appartement ou un Ouais, HLM? un appartement, un HLM. Plutôt sympathique votre passé d'ailleurs, vous racontez une période. Ça veut dire quoi, appartement ou maison? Tu peux avoir un appartement de haut standing. Il est bizarre de Chavannes, genre. Il y a des appartements de luxe quand même qui existent. Mais... de l'histoire française qui est très agréable, avec toutes les... Elle n'est pas pertinente, la question. Comment dirais-je, les nationalités mélangées, que vous avez même appris, ce que j'ignorais, à des réfugiés afghans, enfin en tout cas à des... Qu'est-ce qui se passe, les mecs, avec le daron? Parle du père et ton daron et son père bourgeois. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous avez les datas. Partagez-moi les datas, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi, son père? C'est le PDG de je sais pas quoi. Moi, je veux les datas, gros. Son père est chef d'entreprise. Ah ouais? Le daron, il mangeait bien. Ah ouais? Vous avez les datas. Ok. Sa daronne était en HLM et son daron était pété de thunes. Ok. J'ai donné des cours de Vous français avez donné des cours de français, adolescent et D'accord. travailleurs étrangers. À des autres, oui. Ah ouais, ça, vous avez un petit peu changé. Mais en tout Non, cas, vous c'est avez pas fait vrai. ça bien, c'est bien. C'est bien. Mais c'est pas vraiment une autobiographie, il a raison. Parce que ça parle beaucoup du futur aussi. En Bien gros, sûr. Ben, c'est pas une autobiographie, c'est presque un programme, presque voilà qui je suis pour le futur. Vous allez être des centaines de milliers à nous rejoindre. Ouais. On n'est pas passé loin, on s'est un peu fait avoir. C'est La gauche, alors vous dites des trucs parfois un petit peu abrupts, hein, par exemple. C'est-à-dire Bon, par exemple sur la police, je l'ai noté quelque part. La gauche traite nos policiers de barbares, insulte la police qui tue. Mais quelle gauche? Quelle gauche? La gauche qui a mangé les modérés,
Non, mais quelle gauche la dit gauche la police Vous dites la gauche. Il n'y a pas la gauche qui dit la police tue. Bon, si, dans le programme de la France Insoumise. Oui, mais c'est pas la gauche, ça. C'est en tout cas derrière Jean-Luc Mélenchon que tout le monde s'est rangé. Oui, enfin. Et même si d'ailleurs certains. Alors je fais effectivement le procès de la gauche parce que je trouve cette idéologie aujourd'hui. Évidemment, il y a des Français qui ont le cœur à gauche, qui se sentent à gauche et qui parfois sont un peu déboussolés par les prises de position de certains. Mais on a vu pendant la campagne européenne, moi je me souviens de Raphaël Glucksmann qui a essayé d'être le porte-voix d'une gauche plutôt modérée et qui, aux élections européennes, ce parti socialiste a été contraint de se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc la gauche radicale, excessive, par ses outrances aujourd'hui, à manger les modérés. Et quand on a, là, en ce moment, sur le débat... Il a mangé les modérés, mais fais gaffe à toi, hein, parce qu'il parle de prise de parole, etc., qui ont potentiellement dégoûté des sympathisants à gauche. Je peux l'entendre, les mecs, ça existe. Évidemment que les sorties de Mélenchon ont froissé une partie de la gauche. Pas moi, en tout cas. Moi, je suis pas dedans. Mais Bardella, fais gaffe, hein, parce qu'il y a des gens qui ont voté pour toi. Encore une fois, il y a des gens qui sont déçus du RN. Ils sont déçus. Attention, parce que on peut faire ton procès aussi, mon gars. Hein. Budgétaire. Je veux dire, la gauche qui pratique le sadisme fiscal à l'Assemblée nationale, qui va inventer des taxes sur les bouteilles d'eau, sur les animaux, enfin c'est interminable. Moi, je ne veux pas de ce pays-là parce que je pense que c'est un enfer social et un enfer économique. Je me permets de rebondir. Vous avez, et merci, c'est pas une autobiographie. C'est-à-dire que c'est ni une autobiographie, ni un livre-programme. C'est un témoignage. J'ai voulu raconter aux Français ce que je pense et pourquoi je le pense. Et j'ai voulu modestement leur dire, en vous racontant d'où je viens, en vous racontant l'environnement dans lequel j'ai grandi, en vous racontant que l'immeuble dans lequel j'étais était cerné par le trafic de drogue, par l'insécurité et le communautarisme. Merci Kendrick pour le comprendrez peut-être la vision de la société, mais Merci. aussi, c'est vrai, je suis très fier de cette expérience, d'avoir donné des cours de français à des travailleurs étrangers, parce qu'on peut être critique de la politique d'immigration sans vouloir délibérément cibler des individus. Jordan Bardella, vous écrivez que vous répondez à ce qu'on dit de vous, à ce que certains disent de vous. Vous ciblez notamment Complément d'enquête qui vous avait consacré un portrait. Un procès. Un portrait. Un procès. Un portrait. Non, c'est un travail journalistique, une enquête journalistique. Oui. Et vous dites, je veux leur répondre, ce livre, c'est ma réponse à ceux qui disent que je suis un cyborg froid, calculateur, machiavélique et avide de pouvoir, une coquille vide qui ne travaille pas, qui ne lit pas, qui n'est pas compétent, qui n'a pas de fond. Ça, c'est ma réponse à eux. Et c'est vrai que quand on lit le livre, c'est un livre très personnel, vous le dites. Moi, je n'y ai pas vu un programme politique. On apprend des choses sur vous. Donc, vous avez donné des cours de français aux Afghans. On apprend votre famille. Qui est 100% pas une goutte de sang français. Attends, il a donné des cours à des Afghans. C'est vrai que Bardella avait des tweets qui dataient de 2014, je crois, où Bardella est tracté pour soutenir la Palestine. Genre la Palestine, mais genre la reconnaissance de l'État de Palestine. Et il y a des photos de Bardella qui circulent sur Internet sur ça. Mais le mec, il a déjà changé sa ligne politique. Eh les gars, ça va tellement vite la politique des fois. Tu peux retourner ta veste à une vitesse. Et en plus, il tractait avec les communistes, hein. Il tractait avec les communistes. Il y avait un featuring RN communiste et Bardella normal. Maintenant, c'est tout pour Israël. On emmerde la Palestine et ceci et cela. Ça va trop vite la politique, les mecs. Ça va trop vite, ça va trop vite. On sait, puisque votre père est italien. 100%, votre mère est kabyle et italienne. Un peu d'alsacien, mais du côté de en gros, il n'y a pas beaucoup de sang français. Il y a très peu de sang français dans ces veines, les mecs. On apprend... On découvre votre famille, c'est un hommage. Il est kabyle. Non, c'est pas honteux, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Votre enfance à Saint-Denis, le divorce de vos parents, votre premier vote, on découvre, premier vote quand vous avez 18 ans, c'est pour un socialiste. Oui, mais il faut expliquer pourquoi. C'est un vote municipal. Ouais, et puis à Saint-Denis, moi j'ai grandi donc dans la ville de Saint-Denis qui est à gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, le Parti socialiste à Saint-Denis est le parti politique le plus à droite. C'est-à-dire que vous avez, c'est ce que j'appelle l'amicale brejnevienne. En fait, vous avez l'amicale soviétique, c'est-à-dire que vous avez 50 listes de gauche, 50 nuances de gauche, de rouge, et le Parti socialiste fait figure de parti entre droite. Et il n'y avait pas de liste Front National à l'époque, j'avais 18 ans. Et donc, mon premier vote, j'ai dû le faire pour le candidat le moins à gauche, voilà. Et je me suis porté sur Mathieu Hanotin, qui était mon dealer à l'époque. Donc voilà, j'ai pas voté socialiste, mais c'est vrai que c'est le seul d'ailleurs, et d'ailleurs c'est le seul qui dans sa profession de foi mentionnait le mot sécurité. C'est pour vous dire l'état de la gauche aujourd'hui, cette fameuse gauche dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une parenthèse. Mais Hanotin, il devient quoi maintenant? Parce qu'il est pas maire de Saint-Denis maintenant, Mathieu Hanotin. Ah si, il est encore maire de Saint-Denis quand même. Hein.
Il est encore maire de C'est vrai, Saint-Denis. quand on lit votre livre et tout ce que vous dites sur Saint-Denis, Ouais. on apprend vos débuts en politique, on lit, c'est très personnel, à la manière de votre génération, c'est très générationnel. Vous êtes très fort sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, et ça va vous parler, cher Gaspard, on ne parle que de soi, c'est très je, et c'est vraiment ça, c'est écrit vraiment à la première personne. Vous racontez que vous travaillez trop, que vous dormez pas assez, que vous aimez bien vous habiller, vous racontez que vous êtes gourmand. Ce sera, et je suis sûre, un très beau cadeau de Noël pour vos fans, nombreux, dans un mois. C'est une belle promo, ça. Mais, à titre personnel, on referme le livre et on se dit, quelle est la vision de cet homme ? Quelle est sa vision pour la France ? Vraiment, je vous pose la question parce que c'est vrai que je m'attendais à en savoir plus sur votre pensée politique, sur vos idées politiques, sur là où vous voulez emmener la France. Vous êtes président du Rassemblement national, vous nous avez expliqué pendant toute la campagne législative que vous êtes prêt à être Premier ministre, vous n'avez que 29 ans et je me suis dit, tiens, on va avoir une vision. Vous voyez, moi j'ai souvent reçu Éric Zemmour pour ses livres, on pense qu'on veut d'Éric Zemmour, mais il y a une vision idéologique. Il dit, voilà ce que je veux pour la France. Et vous, chez vous, il y a beaucoup de vous et pas vraiment de la France. J'ai parlé de la France pendant toute la campagne des élections européennes, pendant toute la campagne des élections législatives en réalité. Elle a fait une belle analyse. Hein. Non, elle débite. Non, mais les mecs, elle a raison. Hein. Je suis désolé, elle a raison. Quand tu vois le personnage d'Éric Zemmour, tu sais où est-ce qu'il veut emmener la France. Tu le sais. Jordan Bardella, c'est peut-être la France d'Éric Zemmour, mais en version très light. En version très light, mais il surfe. En fait, le problème de Bardella et avec Marine Le Pen, de par leur position, c'est qu'ils surfent. Ils surfent avec le macronisme. Je suis désolé les mecs. Quand tu vois, il y avait l'alliance Barnier et avec l'alliance Macron, avec Marine Le Pen qui avait dit à la tribune « Non, je ne vais pas censurer votre gouvernement », elle surfe avec le macronisme, avec une droite qui est celle de Retailleau, ok, c'est celle de Barnier, mais c'est pas l'idéologie Marine Le Pen. Il n'y a pas une profonde rupture avec le macronisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les mecs. Moi, je l'observe pas. Avant, on pouvait l'observer quand il y avait les gilets jaunes, quand il y avait les anti-vax, quand il y avait aussi toute la politique pendant l'inflation et pendant les européennes aussi. Mais après les européennes, t'as le sentiment quand même que il n'y a plus l'idéologie RN. Moi, je le constate pas en tout cas. En tout cas, j'ai constaté que ça permet de gagner des électeurs. Ça, je suis d'accord avec vous, le chat. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas un profond changement, genre. C'est plutôt un marchepied. Je suis d'accord, les gars, c'est un marchepied. Mais du coup, les personnes qui ont voté RN pour avoir une politique de rupture avec le macronisme, là, littéralement, tu sens que le RN va prolonger ce macronisme. Ils vont évidemment mettre leurs pattes, leur signature, mais ça va être en quelque sorte du macronisme plus, quoi. Genre vraiment, avec le racisme en plus, évidemment. Avec le racisme en plus. Rien, genre. Rien. L'idéologie RN reviendra si Zemmour se casse d'Ofla. Non, moi j'y crois pas les mecs, j'y crois pas. J'ai plus le sentiment, et c'est tant mieux pour la gauche les mecs, hein. C'est tant mieux pour la gauche. J'ai le sentiment quand même que ils se font absorber par le macronisme. C'est comme ça que je le perçois les mecs, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais moi je constate que le RN c'est du macronisme plus quoi. Et je pense que peut-être le travers dans lequel je suis tombé, mais parce que le temps exactement, médiatique Alex. est comme ça. Exactement, Alex. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est la revanche du temps long. C'est-à-dire que ça fait 5 ans, allez, ça fait 10 ans, un peu plus, ça fait 12 ans que je fais de la politique. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça fait 5 ans que je suis en première ligne et vous m'aviez reçu d'ailleurs sur France Inter à l'époque. J'avais 22 ans, 23 ans. J'ai été plongé par Marine Le Pen dans le grand bain de la vie politique. Ça fait 5 ans que je me retrouve très régulièrement, chaque semaine, à commenter la vie politique, à essayer d'offrir un horizon au pays et de dire aux Français, ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Moi, je viens vous dire qu'en tournant le volant, on peut vous offrir un autre horizon. Et ils ont été très nombreux à voter pour le Rassemblement national. Mais je pense que les gens choisissent aussi des personnes, ils choisissent aussi des personnalités, ils choisissent aussi des caractères. Et il est vrai que dans ce livre, je peux donner mon avis, mon opinion sur un certain nombre de choses, et je le fais au travers de ce livre, mais je pense que les Français ne nous connaissent pas assez. Et ce livre, il s'adresse aussi aux gens qui ne votent pas encore pour le Rassemblement national, parce que quand vous avez tous les 4 maintenant, une comme celle-ci... Mais vous voyez, l'interview, c'est là où l'interview, il faut plus de choses comme ça, parce que là, Léa Salamé, elle apporte vraiment une sorte de contradiction, où elle essaie de retirer le masque, et on connaît Bardella, de par les questions de Léa Salamé. Faut plus de choses comme ça les mecs. L'exercice est trop bien. Genre j'aime trop l'exercice. Et c'est ce que je vais faire à travers mes streams les mecs. Et ça je trouve ça trop bien. Genre vraiment merci. Merci de me proposer ce contenu vraiment. Ça change de CNews exactement.
Ça change de CNews. C'est un livre politique. C'est ce que j'ai dit. Quand vous avez... Tout est... Non, mais tout est politique, ça, on est d'accord. Et quand Non, vous avez... Il dit, c'est pas un livre politique. Je suis content, je fais pas une interview politique. Depuis le début, c'est une interview politique. C'est vous qui faites les questions, mais quand vous... Et il y a cette histoire de publicité, pardonnez-moi, sur la SNCF. Non, attends, termine. Vous avez passé la une de... Il brûle les étapes de Chavannes. Il brûle les étapes, ça. Toute la journée. Les Français qui sont abreuvés de ce type de documents, le piège Bardella, le cyborg, le vrai visage de l'extrême, etc. Ils en sont Moi, tous j'ai là. le Tous ceux sentiment qui font la politique ont la même chose, Jordan Bardella. Il y a la même chose. Vous voulez que je vous sorte les unes sur Emmanuel Macron ou à l'inverse, les unes de valeurs actuelles sur vous qui vous mettent en valeur? Oui, mais ce que je veux... Enfin, vous n'êtes pas le seul politique. C'est vrai. Je veux bien qu'on... Mais il se fait trop passer pour une victime. C'est une victime, mon gars. Il croit qu'il est victime du système médiatique et tout, alors que le système médiatique roule pour lui. Arrête de faire ta victime, mon gars. On établisse un équilibre. Arrête, Calimero. Si on regarde le spectre médiatique aujourd'hui, il est plus à l'avantage d'Emmanuel Macron qu'à mon avantage. Il y a évidemment maintenant des groupes de médias plus libres qui cassent la pensée unique, qui émergent. Et heureusement, parce que ça fait partie de la diversité, de la richesse de notre démocratie. Il n'est pas sérieux quand il dit ça. Mais je dis juste, bon, je cite personne, mais les groupes de médias, c'est que vous publiez le livre. Juste, parce que vous publiez... Tiré à 155 000 exemplaires. Mais parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui n'ont pas voulu me publier aussi. Qui n'a pas voulu publier votre livre? Je ne vais pas donner de nom. Mais le monde de l'édition reste aujourd'hui une citadelle. Quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui des mobilisations de la part de syndicats d'extrême gauche pour m'empêcher de faire la publicité de mon livre, notamment à la SNCF, alors que des dirigeants politiques comme Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy... Ils n'étaient pas en action. Ils n'étaient pas en action à ce moment-là. Vous êtes en action. Mais ils le sont redevenus. Non, mais ça n'existe pas. C'est pas la tête du client. C'est pas lui, il a le droit de publier son livre. Il n'était pas en action politique, lui, il n'a pardon. pas publié. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais sauf qu'à l'époque, ces gens qui ont été publiés par la SNCF et par la régie, j'ai regardé, parce que sinon je ne me permettrais pas de vous le dire, ils n'étaient pas en action politique. Vous avez entendu les syndicats de Chavannes. Non, mais je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Il y a un article. Oui, mais pas moi. Il y a un article dans la régie qui dit que il n'y a pas. Bon, pardonnez-moi. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que les hommes politiques qui ont été en publicité à la SNCF n'étaient pas en action à ce moment-là. Et vous l'êtes. Voilà. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur de Chavannes. Les syndicats, ils disent quoi? Ils disent Bardella ne doit pas être diffusé à la régie de la SNCF, on ne doit pas faire la publicité de ce livre parce qu'on ne veut pas de ses idées. Ils ne disent pas, il est encore en activité, non, Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal n'étaient pas en activité. Donc vous voyez bien qu'il y a une gauche aujourd'hui qui a la nostalgie des régimes totalitaires et qui considère qu'il y a des gens qui ont le droit nostalgie de publier, totalitaire, dont on a le droit de faire la publicité et d'autres qui n'ont pas le droit. Et j'ai été exposé c'est vrai, depuis quelques semaines à une forme de censure de la part de ces syndicats qui font pression sur des grandes entreprises comme la SNCF pour qu'on ne fasse pas la publicité. Maryse Burgot. Est-ce que ça ne vous sert pas un peu tout ça, cette polémique-là? Plus il y a cette polémique, plus vous allez vendre votre livre. Et donc, plus vous avez envie d'en parler. D'ailleurs, c'est vous qui évoquez ça. Voilà, c'est vous qui en parlez. Et je précise pour être parfaitement... Non, et je précise pour être parfaitement complète que tout à l'heure, Sarah Salman, qui a quitté le plateau, qui venait pour le film de François Ruffin, a été désignée l'avocate pour vous défendre, pour défendre Fayeur. On l'a découvert pendant l'émission d'ailleurs, elle ne l'avait pas dit avant. On a découvert qu'elle est... C'est une parenthèse, elle a le droit d'être l'avocate de Fayeur sur cette affaire-là, mais je tiens à préciser pour être totalement... Attends, Sarah Salman qui va défendre les intérêts de Bardella. Mais les mecs, c'est vraiment un écosystème, c'est vraiment un petit monde. On nous dit, ouais, les bobos, les parisiens, etc. Mais l'extrême droite, c'est un petit monde aussi, wesh. Merci, Madame Léa Salamé, de nous le dire. Merci. Genre, c'est une dinguerie. Transparence à l'endroit des téléspectateurs. On a c'est le boulot verse. de gauche la plus